Nossa conversa de hoje é com um dos nomes mais famosos aqui na França no momento. Numa recente pesquisa, ele foi apontado como o homem com que as francesas gostariam de ter um caso. Bernard-Henri Lévy. Ele não é um ator, não é uma estrela de rock, não é apresentador de TV. Bernard-Henri Lévy é um filósofo, controvertido, polêmico. Vamos ver o que um filósofo da atualidade tem a dizer. Les nouveaux philosophes sont des philosophes de la média? Non, il n'y a pas de philosophe des médias. Les nouveaux philosophes sont des philosophes qui ont utilisé les médias, oui, qui n'ont pas peur des médias. Parce que vous parlez de la médiaphobie? Oui, je n'ai pas peur des médias. Je ne suis pas un médiaphobe. La preuve, là, en ce moment, bon. Ils sont ici. On est ici et je ne pense pas que la petite lunette qui nous regarde soit une lunette diabolique. Je ne pense pas qu'elle soit en train de me prendre mon âme. Il y a des écrivains qui croient ça aujourd'hui en France et sûrement au Brésil, qui croient que la télévision vous vole votre âme. Les Indiens croient ça. Oui, voilà, les Indiens et les écrivains croient cela. Moi, je ne crois pas cela. À quoi sert la philosophie aujourd'hui? Je ne sais pas. Il est possible qu'elle ne serve à rien. C'est pas tout à fait impossible. Il est possible qu'elle serve à quelque chose. Si elle sert à quelque chose, c'est en tout cas sûrement pas à ce à quoi les philosophes des dernières décennies ont cru qu'elle servait. Je me rappelle, les philosophes des années 60, 50 et avant ma naissance ont cru que le philosophe était une espèce de porte-drapeau du prolétariat ou du peuple ou de la nation ou d'une espèce de sujet collectif dont il était l'incarnation. Ça, je crois que c'est une bêtise totale et que ça n'est pas le rôle des philosophes. Les philosophes, je crois, s'ils servent à quelque chose encore aujourd'hui, c'est à essayer de penser le monde et pour le penser, à le complexifier. Vous savez, souvent on dit à un philosophe, bravo, le monde est complexe et vous arrivez à le rendre simple. Moi, je dis l'inverse. Le contraire. Je dis qu'il faut dire bravo à un philosophe quand face à une situation simple ou face à un problème, plus exactement, trop simplement posé, en termes trop simples, quand il y réintroduit sa dimension de complexité. Donc à quoi servent les philosophes? À complexifier le monde. En 77, vous avez dit que le monde allait mal. Va-t-il toujours mal? Oui, je crois qu'il va toujours mal, bien sûr. Il va apparemment moins mal, puisque le communisme s'est effondré, qu'un certain nombre de dictatures fascistes, notamment en Amérique latine, se sont effondrées. Je me souviens, en 77, c'était l'époque, par exemple, des généraux argentins. Je me rappelle être allé en Argentine à l'époque de Videla, Massera et autres énergumènes de ce genre. Alors, tout ça s'est effondré. Donc c'est apparemment, d'un certain point de vue, bien sûr, une amélioration et une bonne nouvelle. Mais je ne crois pas que ça soit pour autant la démocratie qui l'emporte. En tout cas, je ne crois pas que le triomphe de la démocratie soit inévitable. Il y a des gens en Occident qui pensent que sur les ruines des dictatures anciennes, il est inévitable que la démocratie l'emporte et que la démocratie règne. Je crois que ça n'est pas vrai. Je crois que la planète aujourd'hui est le théâtre d'un nouveau combat, de nouveaux affrontements, de nouveaux grands clivages qui ne sont pas prêts d'être résolus et qui font en effet que le monde va toujours mal, oui. Et il y a 15 ans, vous avez prévu la fin du communisme. Oui. Et le marxisme est-il mort? Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut distinguer. Le marxisme comme philosophie, le marxisme comme corpus théorique, le marxisme comme réflexion sur le fonctionnement du capitalisme. Ça, bien sûr, ça reste, ça a toujours été, et ça reste une grande pensée. En revanche, le marxisme comme système de domination, comme organisation de la servitude, comme machine à fabriquer un lien social, ça, bien sûr, c'est mort.
Et il est heureux que ça soit mort, puisque à cette époque à laquelle vous faites allusion, en 1977, je soutenais, et je crois que j'avais raison de le faire, je soutenais que le marxisme était l'une des idéologies les plus oppressantes, les plus mortifères que la modernité ait inventée. Donc cette idéologie est morte, et tant mieux. Vous avez dit que c'est la pensée criminelle, n'est-ce pas? Oui, oui, pensée criminelle, bien sûr, parce que tout ça est presque de l'histoire ancienne maintenant, hein, puisque ces marxismes sont effondrés, c'est presque de la préhistoire. Mais aujourd'hui, dire que quelqu'un est de droite, c'est pas une offense? C'est encore une offense? Une offense, tout dépend ce qu'on entend. Je crois qu'on peut être... je ne sais pas, je ne suis pas un libéral, par exemple, au sens de l'économie libérale ou au sens de ce qu'on entend en France, en tout cas par libéralisme. Cela étant, être libéral n'est pas une offense. Il y a des libéraux très dignes, il y a une droite digne, il y a une droite respectable. Ce qui est insultant à mes yeux, ce qui est insultant et oui, c'est d'être d'extrême droite, par exemple. Le fascisme reste pour moi... Réactionnaire. Réactionnaire, je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. Moi, je ne suis pas réactionnaire, bien sûr. Je ne suis pas réactionnaire. Cela dit, il y a des réactionnaires respectables. Il y a des réactionnaires dont la réaction consiste à vouloir maintenir des traditions, préserver une mémoire. Ceux-là ne sont pas nécessairement des... et ne sont même probablement pas des salauds ou des criminels. En revanche, s'il y a bien une chose qui me paraît toujours inexcusable, toujours épouvantable, qui doit être combattue de toutes nos forces et dont les résurgences doivent être combattues sans relâche, c'est le fascisme. Bien sûr. Évidemment. En France, par exemple, on est aujourd'hui à Paris, en 1991, il y a un fascisme français que représente monsieur un personnage... Croyez-vous que la France, c'est fasciste? Bien sûr que non, mais il y a un parti fasciste français qui est dirigé par un monsieur qui s'appelle monsieur Le Pen, monsieur Jean-Marie Le Pen. C'est un fasciste français. Ça, c'est la liberté, avoir de tout. C'est la liberté d'avoir de tout, oui, jusqu'à une certaine limite, probablement. Jusqu'à une certaine limite. La génération de mon père et de mon grand-père a appris aussi qu'il y avait un moment où on franchissait la ligne. On n'y est pas encore. Pour l'instant, monsieur Le Pen peut en effet s'exprimer en France librement. Il est souhaitable qu'il le fasse. Souhaitable. Je veux dire par là que je ne suis pas partisan, par exemple, d'interdire son parti. Michel Foucault a dit que le monde avait perdu son désir de révolution. Qu'en pensez-vous? Ben, j'en pense, oui. Je pense d'abord que Michel Foucault a dit ça à moi, dans une conversation que je rapporte dans Les Aventures de la Liberté, oui, dans mon dernier livre. Et je crois que c'est vrai. Je crois qu'en effet, l'un des événements idéologiques majeurs du XXe siècle, enfin même pas des 20 ou 30 dernières années, c'est ça. C'est que les hommes se sont rendus... Longtemps, les hommes se sont posé la question, est-ce que la révolution est possible? Et un beau jour, ils se sont posé la question, est-ce que la révolution est vraiment désirable? Révolution, entendons-nous, le recommencement absolu de l'histoire, la fabrication d'un homme nouveau, l'utopie d'une table rase. Est-ce que tout ça est désirable? Et je crois en effet que les hommes de ma génération se sont rendus compte, ont compris, après des générations et des générations d'égarements, que tout ça n'était pas désirable. Que vouloir recommencer l'homme, que vouloir faire table rase de l'humanité ancienne pour permettre à une humanité nouvelle de naître, que ça, c'était la barbarie. Mais il faut toujours combattre quelque chose. Ah ben, combattre, moi je passe mon temps à combattre, et je crois bien sûr qu'il faut... Que combattez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, 1000 choses. Je suis en état de... Hélas d'ailleurs, parce que ça m'empêche peut-être ça prend du temps sur l'essentiel, c'est-à-dire sur l'écriture, sur la littérature. Mais je suis en état d'indignation permanente.
Je suis en état d'indignation devant, je vous le disais, la montée de Le Pen en France. Je suis en état d'indignation devant l'horreur et la misère où est en train de plonger l'Afrique. Je suis en état d'indignation quand je vois mon gouvernement renouer des relations avec la Chine populaire. Je suis en état d'indignation lorsque je vois, il y a quelques mois, l'armée de Saddam Hussein massacrer les populations civiles kurdes. Et lorsque je vois de mes yeux, car j'y suis allé, lorsque je vois ces hommes, ces femmes, ces enfants, comme de pauvres petits cadavres ambulants, des ombres, des fantômes, pourchassés par les hélicoptères de Saddam Hussein, je suis en état d'indignation permanente, comme tout homme de cœur, je suppose. Qu'il existe une vérité? Non, je ne crois bien entendu pas qu'il existe une vérité, mais je crois qu'il existe... Je crois que le vrai partage, c'est pas entre les gens qui disent la vérité et ceux qui ne la disent pas. Le partage est entre ceux qui visent la vérité et ceux qui ne la visent pas. Entre ceux qui désirent la vérité et ceux qui ne la désirent pas. La vraie question, c'est celle du désir de vérité. Il y a une tradition philosophique, une tradition sophiste, la tradition de la sophistique ou du cynisme, qui se moque de la vérité, ou qui plus exactement préfère la séduction à la vérité, par exemple. Cette tradition n'est pas la mienne. Et moi, je me reconnais bien davantage dans la tradition de ceux qui ont voulu la vérité, même s'ils l'ont voulu avec pessimisme, avec scepticisme, en sachant qu'ils ne l'atteindraient pas, en sachant qu'elle est comme un but très lointain et qui se dérobe à mesure qu'on l'approche. Mais désirer la vérité, en avoir la nostalgie, voilà peut-être ce qui nous est encore imposé à nous autres philosophes de la fin du siècle. Avoir la nostalgie de la vérité. Moi, je suis vous savez, je suis anti-marxiste, je vous l'ai dit, mais enfin, je suis un disciple originaire. J'ai commencé ma vie philosophique par Marx, par Nietzsche et par Freud. C'est-à-dire ceux qu'on appelait les philosophes du soupçon. C'est-à-dire ceux qui nous ont appris à mettre en péril, à mettre en question cette idée d'une vérité magistrale, unique et certaine. Donc je ne crois pas à ça, évidemment. Mais en revanche, j'en ai la nostalgie. Et le monde se divise aujourd'hui entre ceux qui ont la nostalgie de cette vérité impossible et ceux qui n'en ont pas la nostalgie. Jésus est mort, Marx est mort. Vivons-nous une époque sans Dieu ni idéologie? Non, je ne crois pas. Je crois d'abord qu'il est impossible de vivre une époque sans Dieu. Je crois que la religion est vraiment consubstantielle à l'humanité. Et pour vivre, il faut croire en quelque chose. Je crois en effet que depuis que l'humanité existe, les hommes croient en quelque chose et que l'homme est un animal religieux. Alors, il y a des religions qui sont pires que d'autres, il y a des religions qui sont plus écrasantes que d'autres. Et je crois par exemple que c'est le grand mérite du judaïsme, du judaïsme dans ses origines, au moment de la révélation mosaïque, que d'avoir dit ça. Qu'est-ce que dit Moïse? Ou qu'est-ce que dit Dieu à Moïse? Il dit aux hommes, vous êtes des animaux religieux. Vous êtes écrasés par des religions pesantes, des religions absurdes, des superstitions. Le monde entier pour vous est tout habité de Dieu. Il n'y a pas un objet de ce monde qui ne soit assimilable à un petit Dieu, à une idole. Eh bien, chassez-moi tout ça. Il y a un Dieu, ce Dieu est très lointain, très distant, ce Dieu est presque absent, ce Dieu est généralement silencieux. C'est le Dieu des Juifs et ensuite des chrétiens. Mais ces religions, elles manipulent? Non, justement, je crois que le judéo-christianisme, dans sa version première, a été un progrès pour l'humanité, c'est précisément parce que ce sont des religions qui ont allégé et non pas alourdi le poids de la religion sur les hommes. Ensuite, il y a eu la chrétienté a mal tourné, bien entendu. Il y a eu une inquisition, il y a eu le fanatisme. Des fanatismes, bien sûr, oui. Mais moi, je pense que le fanatisme est beaucoup plus consubstantiel aux religions païennes, par exemple, qu'aux religions monothéistes. Même si, bien sûr, on en a des preuves aujourd'hui avec l'islam, on en a eu des preuves avec le christianisme, certaines hérésies chrétiennes, ou même le christianisme d'État. Augusto Pinochet se prétendait chrétien. Donc même si le christianisme a aussi sa part d'intégrisme et de fanatisme. Mais enfin, je ne crois pas que le catholicisme
ou le judaïsme, ou même l'islam, encore que la question de l'islam soit à traiter différemment, soit intrinsèquement intégriste ou porteuse de fanatisme. Je ne crois pas cela. Je crois au contraire qu'il y a dans le message évangélique et dans le message prophétique juif des éléments de libération. Et je dis cela alors que je ne suis pas croyant. Je suis un agnostique à peu près parfait. Croyez-vous en Dieu? Non, Pas bien du sûr tout. que non. Je ne crois pas en Dieu. Pas de Dieu. Non, je suis un croyant, oui, je suis un croyant. Mais dans le désespoir. Dans un moment de désespoir. Je n'ai pas connu encore ce moment-là. Le Jamais, moment de désespoir. jamais dans votre Jamais. vie. Pas encore. C'est beau ça. Pas encore. Alors, croyez-vous que l'homme ne peut pas se libérer de sa culpabilité? Bien sûr que non. Je crois qu'on ne... Je crois que la culpabilité, elle est... Je crois que l'homme est un animal coupable, oui. Que la culpabilité est consubstantielle à son être. Et que les efforts, et que chaque fois dans l'histoire récente que l'on a essayé de débarrasser l'humanité de cette culpabilité, ça a donné, quand on était des écrivains de la mauvaise littérature, quand on était des politiques, des programmes de régénération sociale très douteux, voire fascisants. Donc je ne crois pas qu'il soit souhaitable de débarrasser l'homme de sa part de culpabilité. Mais vous pensez beaucoup, vous acceptez cette idée de culpabilité? Bien sûr. Pour oui, vous-même? Oui, bien sûr. Je crois que vous êtes coupable, que je suis coupable et que nous sommes coupables sans nécessairement avoir commis de crime. Mais ça, c'est un poids, n'est-ce pas? C'est un des éléments constitutifs de l'espèce humaine. Je crois que l'homme naît coupable. C'est ce que les théologiens, d'ailleurs, nous disent depuis bien longtemps. J'étais récemment... je suis à la cérémonie de baptême du petit garçon d'un de mes amis. C'est bien de ça qu'il était question. Il s'agissait d'un enfant de 8 jours, de quelques jours, qui était déjà coupable, marqué au sceau du péché originel, bien sûr. Il y a une sorte de culpabilité native de tout être humain dès lors qu'il appartient à l'espèce. Et vouloir se débarrasser de cette culpabilité, vouloir faire comme si elle n'existait pas, rêver d'une espèce d'humanité pure, parfaite et innocente, c'est un rêve, à mon avis, soit stupide, soit criminel, ou fou, en tout cas, ou délirant. Et dont la modernité nous a appris à nous méfier. Donc la culpabilité est là, et il faut l'assumer, bien sûr. Et de sept péchés capitaux, lesquels commettez-vous le plus? Ah, je les commets tous un peu. Ah oui? Sûrement, oui. Combien? L'orgueil, sûrement, beaucoup. La vanité est un péché capital. Et La luxure. La oui, luxure, la hélas. luxure. Hélas, oui. Même avec le diable qui vous regarde. Oui, peut-être même à cause, oui. Où se trouve le bien et le mal pour vous? Je ne sais pas. Il n'y a pas. Je crois en plus que la frontière n'est pas. La frontière n'est pas aussi marquée que pourrait donner à le penser votre question. La frontière est mouvante, labile. Ça dépend des circonstances, ça dépend des moments. Croyez-vous que le chemin de l'art des idées, c'est une manière de fuir la pensée de la mort? Non, je crois que c'est une manière au contraire de s'y attarder, de s'y installer. Je crois que les artistes ne parlent que de ça. Les romanciers ne parlent que de ça. Donc c'est pas pour fuir, non, bien sûr que non. Ne parle que de ça? Ne parlent que de ça. Parlano di questo. De ça, quoi, de la mort. De la mort, la mort. Je crois que les vrais écrivains, les vrais artistes ne parlent que d'une chose, le mal et la mort.
Donc il ne s'agit pas de les fuir, il s'agit au contraire de... De la comprendre, peut-être. Oui, de la comprendre, de la conjurer, d'essayer de la regarder en face, je ne sais pas, de tourner autour. Enfin, il y a mille manières, mais en tout cas, c'est l'objet central de la littérature. On sait cela depuis Georges Bataille, en tout cas, mais même bien avant, que l'objet de prédilection de la littérature, c'est le mal et la mort. Et la sexualité aussi. Oui. Qu'est-ce que c'est que la sexualité, sinon le mal et la mort? Vous croyez que c'est la vie? Pour moi, c'est la vie. Pour vous, c'est la mort? Pour moi, c'est la... Oui, ça a rapport à la mort, plutôt, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que je crois que l'expérience du désir est liée à la négativité, au manque, à la loi, à mille choses qui sont plus proches du négatif que du positif, de la mort que de la vie, de la consommation que de l'exaltation. Voilà. Je crois que la sexualité est quelque chose d'assez noir. C'est quelque chose de magnifique. C'est le mal, c'est le diable. C'est quelque chose de sombre, oui. Je ne crois pas à la sexualité. Comme une joie de vivre. Sûrement pas, non. 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 Comme une joie de vivre? Non, bien sûr que non. Bien sûr, non. Pour moi, je ne suis pas trop sûre. Je voulais que vous parliez. Moi, je suis plutôt sûr du contraire. Je pense que l'on a, dans les expériences sexuelles vraiment bouleversantes, quand un homme et une femme ont affaire l'un à l'autre sur ce registre-là, je crois que ce qui est en jeu, ce sont des... Oui, c'est les forces du mal, c'est pas les forces du bien, c'est quelque chose de très sombre. C'est les forces du mal. Du mal, oui. Baudelaire a écrit des choses très, très justes et très belles là-dessus. Mais avez-vous La sexualité peur? comme torture? Avez-vous... Non, bien sûr que non. Je n'ai pas peur. Pas peur du mal. Le mal, vous êtes... comment on dit traído? Attiré. Attiré. Vous êtes attiré par le mal? Je suis un être humain, oui. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain, sinon quelqu'un qui a en effet une attirance pour le mal, bien sûr, et notamment sous cette forme-là. Avez-vous trouvé une échelle de valeur, une nouvelle échelle de valeur? Non, sûrement pas. Avez-vous pensé avec? J'ai essayé, peut-être. J'ai essayé de commencer à réfléchir à un commencement de début de nouvelle échelle de valeur. Mais moi, je suis un philosophe d'un type particulier. Vous savez, je suis pas seulement un philosophe. Et par conséquent, je ne suis pas vraiment un philosophe. Je suis un philosophe, je suis un écrivain, je suis un aventurier, je ne sais pas ce que... Je suis beaucoup de choses à la fois, je ne suis pas seulement... Pourquoi? Un aventurier, je veux dire un homme d'action, par exemple. L'action, pour moi, est aussi importante que la pensée, ou presque aussi importante. Qu'est-ce que vous recherchez dans la littérature? Pourquoi écrivez-vous? C'est la question la plus difficile, ça, que vous me posez. Je ne sais pas. Il y a les raisons... Il y a beaucoup de raisons. Il y a d'abord des raisons inavouables. Inavouables. Et inavouables à moi-même. Les écrivains ne s'avouent pas toujours les vraies raisons pour lesquelles ils écrivent, et moi, pas plus qu'un autre. Et puis, il y a les raisons avouables, j'allais presque dire officielles. Bon, j'écris, par exemple, parce que je crois que la littérature... en dit plus long sur le monde que la philosophie. Je vous disais tout à l'heure que je n'étais pas seulement un philosophe. Ça veut dire que je crois que quand j'écris un roman, j'en dis plus, je vais plus loin dans l'intelligence de notre monde que lorsque je fais des livres de philosophie. Vous dites que votre but est de convaincre. Pour convaincre, faut-il séduire? Oui, bien sûr. Êtes-vous un séducteur? Pour autant que je suis un écrivain, oui. Je ne crois pas qu'il y ait d'écrivain sans séduction. Je crois qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui
ceux qui l'ont le mieux dit, c'est là encore les écrivains religieux d'ailleurs, des gens comme Pascal. L'écrivain, c'est celui qui organise des dispositifs de discours, des machineries argumentatives dont tout l'objet est de s'insinuer dans l'âme de leur interlocuteur et de l'amener à lui. L'écrivain, il est démoniaque de ce point de vue-là. Il y a quelque chose de luciférien dans l'écriture, bien sûr. Vous étiez... Donc de séducteur. Un séducteur, c'est ça. Vous avez été choisi dans une enquête comme l'homme avec qui les Françaises aimeraient avoir une liaison. Que me dites-vous de cela? Bah écoutez, que j'ai pas vu ça. Non, mais c'est oui, vrai. Bah écoutez, c'est très agréable. Ah oui? Sûrement. Très, Ouais. très flatteur. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est très agréable. Vous ne savez pas ça? Non, j'ai pas vu ça. Mais non. Ou vous êtes timide? Pas du tout. Pas du tout. Je suis pas au courant de ça. Non. Ah bon, ah bon. De cette péché... Mais ça veut rien dire. Vous savez, ça c'est le genre d'enquête que font les journaux français régulièrement. Et bon, ça n'a pas de signification. En effet, bon, je suis un peu plus jeune que Emmanuel Lévinas. Je suis vivant, donc voilà. Mais ça vous n'a pas croyez grande que signification. c'est à cause de votre beauté ou de votre intelligence? Je crois que c'est à cause de ni l'un ni l'autre. C'est à cause du fait que, encore une fois, je suis un peu connu en France, que je n'ai pas encore 85 ans, et donc voilà, pourquoi pas. Ah, la jeunesse. Quelque chose. C'est tout. Oui, probablement. Êtes-vous une personne qui s'oriente par la passion ou par la logique? Plutôt par la logique. Enfin, je ne sais pas ce que vous entendez par logique, mais plutôt en effet la raison, l'intelligence, enfin l'analyse, des choses comme ça, bien sûr. Oui, je n'aime pas moi le culte de la passion, le culte de l'enthousiasme, le culte de la ferveur. Ce sont des notions qui me paraissent tout à fait inquiétantes. Diabolique, la passion, c'est diabolique? Non, pas diabolique, non, au contraire. Un peu diabolique. Au contraire, mais non. vous avez dit que la passion, c'est diabolique. Non, pas diabolique. Mais voilà, je n'aime pas les gens qui font l'apologie de la passion à tout bout de champ. Il m'arrive de céder à la passion, grâce au ciel, comme tout un chacun, mais je n'en ferai jamais une règle de conduite, ni une religion. Les sociétés viables sont les sociétés où la passion est dominée. Les relations à deux viables sont les relations où la passion est gouvernée, enfin, n'occupe pas tout l'espace, en tout cas. Voilà, moi je ne ferai jamais l'apologie de la passion en tant que telle. Je ne crois pas, je ne suis pas nietzschéen. Nietzschéen, c'est quelqu'un qui croit à l'accomplissement du désir, c'est quelqu'un qui croit que le désir atteint nécessairement son objet. Moi je crois que l'objet se dérobe. Je crois que le désir est toujours inadéquat à son objet. C'est une des formes de la négativité. Je crois que dans les rapports entre un homme et une femme, il y a des rapports de pouvoir, il y a des rapports de domination, il y a des tentatives d'asservissement de l'un à l'autre, et je crois qu'on n'y échappe pas. Je ne crois pas aux relations d'égalité entre un homme et une femme. Je ne crois pas que, même lorsque ces relations sont très éphémères, très brèves, je ne crois pas à une espèce d'égalité face à face. La logique, c'est mieux pour vous que l'instinct. Je n'aime pas l'instinct, non. Je n'aime pas l'instinct. Enfin, je n'aime pas l'instinct. Ça dépend encore une fois des circonstances. Il m'arrive dans certains lieux, dans certaines circonstances plus privées que celles auxquelles vous pensez, d'aimer l'instinct, bien sûr, ou en tout cas d'en être proche. Mais l'éloge de l'instinct, le culte de l'instinct, l'idée que les hommes devraient obéir à leur instinct, ça c'est une idée qui m'est étrangère. Je crois que vous n'étiez pas romantique, sentimental. Pas trop. Pas trop. Pas trop. Pas du tout. Pas du tout.
Le moins possible. Non, pas du tout, c'est difficile à dire. Parce que je crois qu'on l'est tous un peu, mais le moins possible. Mais pourquoi le moins? C'est un propos? C'est une volonté, oui, bien sûr. C'est une volonté? Oui, oui. Ça, c'est une moyen de contrôler les sentiments. Le sentiment, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, mais je crois que la vision romantique du monde est une vision bête, est une vision appauvrissante, est une vision où les hommes sont au-dessous d'eux-mêmes et de ce qu'ils peuvent être. Et donc voilà, j'essaie de conjurer la tentation romantique qui est au cœur de chacun d'entre nous. Y a-t-il une erreur que vous commettez et que vous continuez à commettre? Oui. Probablement surestimer mes forces physiques. C'est une erreur que je commets souvent. Surestimer ma capacité de résistance, ma vigueur physiologique, oui. Nerveuse. Quand je travaille, je commets souvent cette erreur-là. Face au poids de la connaissance, comment pouvons-nous trouver la légèreté de l'être? Mais la connaissance n'est pas forcément la lourdeur. Je crois que la connaissance, au contraire, allège l'être. La connaissance, c'est le chemin de la légèreté. Plus on connaît, plus le monde est léger. Plus, en revanche, plus les hommes sont ignorants, plus le monde pèse sur leurs épaules et la lourdeur s'aggrave. Mais quelle est votre ambition? L'argent, le pouvoir, le sourire d'une femme? L'argent, sûrement pas. Probablement parce que j'ai eu la chance de n'en avoir jamais besoin. Le pouvoir, non, je ne ferais pas de la littérature si j'ambitionnais le pouvoir. Le sourire d'une femme non plus, parce que j'ai la chance aussi qu'elle m'ait beaucoup souri, très tôt. Et sans que j'ai eu besoin pour cela d'écrire des livres. Mais vous avez raison de poser la question, parce que Sartre disait qu'il était devenu philosophe pour plaire aux femmes. Vous savez cela, il y a un texte que je cite dans mon dernier livre de Sartre, qui est très drôle, où on demande à Sartre pourquoi êtes-vous devenu philosophe. Alors, est-ce que c'est pour changer le monde? Bien entendu, non. Est-ce que c'est pour réinventer un système philosophique? Pas du tout. Est-ce que c'est pour plaire aux femmes? Mais moi, c'est pas mon cas. Êtes-vous heureux? Il m'arrive d'être à peu près heureux, oui. Mais vous cherchez ça? Non. Non. Non, mais probablement parce que j'ai eu la chance de n'être jamais vraiment malheureux. Donc je ne cherche pas le bonheur, là. Il y a un écrivain français que j'admire et que j'aime beaucoup, qui est Stendhal, qui parlait de la chasse au bonheur et qui avait voué sa vie à cette chasse au bonheur. Bon, moi, c'est pas le bonheur que je chasse. Je chasse, je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais pas le bonheur. Quoi chassez-vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, le bonheur, lorsqu'il vient, lorsqu'il lui arrive de venir... Non, vous savez que quoi? Vient... Je suis sûre. Non, non. C'est pas possible, un homme qui pense. Je vais vous étonner, en effet, je pense un peu, et c'est un peu mon métier, et je pense... Vous n'avez pas une but? Je vous dis, je suis plutôt en effet de la catégorie de ceux qui réfléchissent aux choses, au monde, etc., mais pas tellement à moi. Vous choisissez les paroles avec de la poésie? La poésie, non, je crois pas. J'aime pas trop la poésie, non, mais j'essaie d'écrire. Je suis un écrivain. Un écrivain, c'est quelqu'un qui attache la plus extrême importance à l'agencement des mots. C'est quelqu'un qui est prêt qui a le sentiment de jouer un peu de son bonheur, justement, de son destin ou de sa vie, sur le choix d'un mot, sur la place d'une ponctuation, sur le déplacement d'un tour de syntaxe. Il m'arrive d'être plongé vraiment dans un très grand bonheur lorsque j'ai le sentiment d'avoir trouvé un mot nouveau ou d'avoir rendu
possible dans la langue française, audible à une oreille française, un tour syntaxique légèrement différent. Ça me plonge dans vraiment dans un grand bonheur. C'est un grand plaisir. Grand plaisir, oui. Grande jouissance. Très grande jouissance. C'est un bon plaisir. Alors, merci, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.